Antoine Rodin, bonjour. Vous vous présentez aux élections européennes avec la liste Force Vie. Est-ce que vous pourriez vous présenter aux téléspectateurs de Nouvel Arbitre? Ah oui, je m'appelle Antoine Renard, j'ai 63 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants qui sont évidemment un peu grands maintenant. Je suis ingénieur civil des mines, j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans l'industrie lourde, d'abord pétrolière, puis minière, puis ferroviaire, et j'ai toujours eu en parallèle de mon activité professionnelle des engagements associatifs, d'abord dans le milieu éducatif, et puis depuis maintenant 8 ans dans le milieu des associations familiales en France et en Europe. Et c'est cette expérience en fin de vie professionnelle et avec une expérience associative européenne qu'est venue l'idée que peut-être c'était le moment de porter une parole un peu différente du point de vue de la construction européenne et que ce label Force Vie et l'équipe qui est en train de se mettre en place justifie qu'à mon tour je m'engage. Alors ce label, il a une figure de proue, c'est Christine Boutin. Est-ce que c'est elle qui vous a convaincu de venir chez Force Vie ou est-ce que vous avez voulu davantage y apporter une autre voix, une autre nuance dans le projet à défendre pour les élections européennes? C'est un projet qui s'est nourri de rencontres, évidemment, de réflexions, avant de trouver le bon chemin stratégique. Pour tout vous dire, moi je réfléchissais à cette échéance européenne bien avant les événements de l'année dernière, c'est-à-dire depuis déjà 2 ans, en voyant les difficultés que nous avions à influencer les institutions européennes sur des sujets qui me paraissent très essentiels. Je connais Christine Boutin depuis très longtemps et nous nous sommes retrouvés depuis le mois de juin pour discuter, pour échanger ces idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et finalement, il en est résulté que nous avons décidé de faire appel à des gens à la fois d'expérience politique ou venant de la société civile avec une expérience personnelle différente pour porter une parole qui n'est pas portée par les partis politiques. D'où ce label Force Vie, c'est à la fois ça nous missionne d'être une force, et centré sur la vie parce que c'est ce que nous avons tous de commun. Et nous pensons que cette parole aujourd'hui est difficilement portée par les partis politiques et que la dimension de la construction européenne relève d'initiatives en dehors du jeu habituel des partis politiques français, dont on comprend très bien les stratégies qui sont dictées par une forme de vie politique française, mais qui du coup fait perdre de vue les enjeux de la construction européenne, au détriment naturellement du peuple français comme des autres peuples, qui commencent à désenchanter de cette construction, ce qui est quand même très dommage. Donc vous pointez d'une certaine manière l'absence de vision de l'intérêt général dans la logique partisane, notamment dans la construction européenne. Est-ce que vous pensez que vous voulez finalement construire l'Europe sur un continuum de valeurs et les défendre dans les joutes au Parlement européen? Est-ce que c'est cela? Oui, il y a de ça. La construction européenne, elle est en marche. Mais on constate qu'elle s'essouffle et qu'elle produit un désenchantement pour différentes raisons. Elle s'est éloignée des gens. Les perspectives initiales qui étaient de construire la paix et la prospérité étaient très enthousiasmantes. À l'époque où on sortait de la guerre et où, à des problèmes compliqués, on a trouvé des solutions simples parce qu'il y avait une réflexion puissante. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment qu'à des problèmes qui ne sont pas beaucoup plus simples, naturellement, qui sont difficiles, on est en train de trouver des solutions plus difficiles que les problèmes à résoudre. Et à force de complications de cette construction européenne, eh bien, elle semble s'éloigner et les gens n'ont plus conscience même que la construction européenne est non seulement une nécessité, mais un projet enthousiasmant et qui relèverait, qui justifierait leur adhésion. Il n'y a plus d'adhésion et donc ça devient le jeu de partis politiques distants et d'ailleurs même il existe des partis politiques mais personne ne les connaît. On sait que nos députés s'inscrivent à des partis, on ne sait pas ce que font ces partis. La vie politique européenne n'est pas animée et donc ce désenchantement est infiniment regrettable. Et alors ce désenchantement, il vient aussi d'un processus de bureaucratisation, d'éloignement de la prise de décision de la parole des citoyens. Vous venez d'une certaine manière, et vous l'avez bien expliqué, de la société civile. Est-ce que vous pensez que ça peut apporter
une différence, un atout supplémentaire dans la liste avec cette profusion et cette diversité des parcours qui vont suivre Force Vie. Je crois surtout que ça permet en effet de s'intéresser davantage à cet aspect européen en faisant bien la part des choses. Il y a des choses que doit faire chaque nation avec son organisation politique, sa constitution, son jeu habituel, etc. Et puis il y a des choses que nous devons mettre en commun. Et je pense que le fait d'avoir une expérience personnelle, professionnelle, qui ne soit pas limitée par les perspectives stratégiques des partis politiques de chaque pays, en effet donne un peu plus d'ouverture d'esprit pour comprendre et expliquer ce que peut faire l'Europe, ce qu'elle ne doit pas faire, et comment notre pays peut prendre dans ce concert des nations une place qui permette de comprendre la suite de l'aventure humaine avec un peu d'optimisme. Je suis impressionné de voir à quel point, au milieu de toutes les crises dont on parle, la crise la plus grande, c'est une crise de confiance. On ne fait plus confiance à rien, y compris en son propre avenir, à sa propre existence. Eh bien, tout ça a un coût social, économique et spirituel considérable. Et c'est donc bien, je crois en effet que venant, alors on appelle ça la société civile, ça me fait rigoler parce que parfois c'est des civils, c'était opposé aux militaires, mais finalement la comparaison n'est pas complètement idiote, on a l'impression d'un environnement par les partis politiques qui perd de vue la réalité quotidienne de la vie de chacun de nous. Et ma conviction, c'est que chacune de nos vies a plus d'importance que l'évolution de la société. Mais l'évolution de la société a une influence importante sur chacune de nos vies. Il faut donc que les gens qui vivent une réalité familiale, une réalité professionnelle, avec un entourage, avec des relations, il faut que ces gens aient la possibilité de dire ce qu'ils veulent vraiment comme vie, quelles conditions ils veulent qu'on mette en place, en ayant conscience que naturellement le monde a changé, qu'il y a aujourd'hui presque 9 milliards d'habitants sur la planète, qu'au début du siècle dernier il y avait 1,5 milliard, et aujourd'hui dans les 9 milliards il y a 1,5 milliard qui n'ont pas accès à l'eau. Il y a un vrai problème très sérieux où tout le monde doit s'interroger à la façon dont nous allons ensemble gérer les ressources planétaires pour permettre la vie, la transmission de la vie et la qualité de la vie. Alors vous évoquez avec intérêt les grands enjeux internationaux. C'est un sujet paradoxal pour l'Union européenne qui est la première institution régionale à financer des opérations de développement, mais en même temps, qui a du mal à diffuser un message cohérent sur la scène internationale en termes de politique étrangère, en termes de placement dans les rapports économiques internationaux, mais aussi en termes de défense des grands enjeux. Est-ce que Force Vie peut promouvoir un message différent, alternatif des autres mouvements politiques à ce sujet? Oui, parce que l'idée de Force Vie, c'est précisément de repartir de ce qui nous est vraiment commun, la vie. La vie qu'on reçoit comme un don, la vie qu'on transmet, la vie qu'on développe, chacune de nos vies. Et partant de là, Force Vie peut avoir l'opportunité de proposer la vie, les relations, la solidarité comme solution aux crises et comme projet d'avenir. Et ceci indépendamment des intérêts partisans ou particuliers qui peuvent légitimement se faire sentir dans les discussions. Ce que je crois, c'est qu'on a un peu trop conçu l'Europe comme une coopération d'États et pas suffisamment comme une coopération de peuples et de nations. Et du coup, tout le discours sur l'Europe est entaché par ces postures étatiques qui sont gênantes pour la perspective globale. Donc là, je crois que Force Vie, et d'autant plus que Force Vie va comporter dans les listes des personnes qui ne sont pas impliquées dans la vie politique nationale, pas trop, il en faut naturellement, parce qu'il faut des gens d'expérience. La politique, c'est pas un jeu d'enfant, il faut des gens qui connaissent et qui conduisent, mais aussi beaucoup de gens qui ont fait autre chose et qui, par conséquent, apportent cet éclairage extérieur aux postures étatiques. Alors cet éclairage extérieur aux profils étatiques, aux postures étatiques, il peut se centrer autour de certains messages chrétiens.
Je pense que la doctrine sociale de l'Église, le principe de prudence, le principe de subsidiarité sont souvent des éléments absents du discours global de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez mettre en avant ces idées et comment le faire au milieu d'une Europe qui semble de plus en plus éloignée de ces considérations? Eh bien oui, vous avez tout à fait raison. Si l'Europe est en train de s'essouffler, c'est parce qu'elle manque de souffle. Et elle manque de souffle parce qu'elle renonce à la dimension spirituelle de nos existences, d'où l'intérêt de la vie. C'est Montaigne, le philosophe, qui disait que philosopher, c'est apprendre à mourir. Nous n'avons plus le sens de la vie et de la mort parce que nous manquons de spiritualité. Naturellement, moi j'ai une spiritualité chrétienne, c'est d'ailleurs celle qui est la plus répandue en Europe. Elle a apporté des choses formidables dans la réflexion sur la façon dont chacun reçoit sa propre existence et l'envisage dans le monde. Or aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un matérialisme accru, peut-être de façon inconsciente, puis de façon un peu délibérée, et aujourd'hui on a tendance à penser que cette dimension spirituelle n'apporte pas quelque chose aux constructions communes, et je crois profondément que c'est une erreur, que les gens le sentent de façon plus ou moins confuse ou plus ou moins consciente. Et nous devons essayer de révéler qu'au milieu de ces constructions économiques, sociales de plus en plus complexes, c'est l'éthique qui est liée à la spiritualité qui manque, qui est en panne, qui est à la traîne. Alors qu'il y a une profonde aspiration des gens à intégrer ces dimensions dans leur propre vie, et donc dans notre vie commune. Cette vie commune européenne, elle pose la question de l'identité européenne. L'Europe s'est décrite par les uns comme une civilisation, par les autres comme une simple addition de populations sans grand rapport entre elles, mais qui ont simplement décidé de chercher leur intérêt commun. Pour vous, l'identité européenne, est-ce que ça a un sens et quel serait ce sens? Bien sûr, l'identité européenne, elle a un sens parce qu'elle a une histoire et qu'elle a, à l'évidence, un avenir. Elle a une histoire, elle a une géographie, elle a une pratique. Il y a longtemps qu'on a essayé de construire l'Europe. Tout le monde a rêvé d'une union des nations, d'une coopération. Ça a toujours été extraordinairement difficile, pour des raisons diverses. Le temps nous dit aujourd'hui que cette dimension-là est possible, puisqu'on a déjà commencé à construire une Europe de la paix et de la prospérité. Il faut trouver son deuxième souffle, parce qu'en même temps qu'on a réussi à faire la paix en Europe, c'est tout de même vrai, 70 ans de paix. D'ailleurs, les institutions européennes ont eu le prix Nobel de la paix. Eh bien, il faudrait qu'elles aient maintenant le prix Nobel de la vie. Et là, il faut ce deuxième souffle. Justement parce qu'on croit maintenant que la paix c'était facile à faire, en fait, probablement ce n'était pas si facile, puisque ce n'est qu'il y a 70 ans qu'on a commencé à le faire réellement avec un certain nombre de résultats. Ensuite, donc, on s'est concentré sur une Europe de la prospérité. On ne peut pas dire que ce soit un grand succès aujourd'hui. Et on ne peut surtout pas dire non plus qu'une Europe de la fraternité, une Europe de la coopération, une Europe sur le thème de la famille, une famille des nations, ce n'est pas non plus un grand succès. Est-ce qu'on sait seulement que 65 millions de personnes vivent seules en Europe? On n'a pas réglé le problème de la solitude, qui est à l'évidence une mauvaise chose. Donc il nous reste des choses à faire, des choses qui supposent un effort collectif peut-être plus important, parce qu'il doit gagner cette dimension spirituelle, mais nous avons devant nous un terrain à poursuivre, dont on voit bien qu'il s'essouffle, par manque de confiance. Ces élections européennes vont se dérouler dans un paysage politique français complexe, que d'aucuns décrivent comme tendu. Qu'est-ce que vous pouvez, quels sont vos principaux avantages et quels sont, dirons-nous, vos ressorts électoraux pour l'emporter chez Force Vie? Alors, le principal avantage, en effet, c'est que nous voulons tenir un discours sur l'Europe indépendamment des postures obligées des partis politiques français, dont on sait très bien que la stratégie de conquête du pouvoir, qui est un affrontement
développement droite-gauche, avec des clivages un peu artificiels. Elle est le résultat de notre histoire politique, elle est le résultat de la Constitution, et elle empêche de se poser des questions dans un autre horizon. Moi, je ne considère pas qu'il y ait une hiérarchie obligée entre l'Europe, les États et les peuples. Je pense que les peuples, les familles, les nations, elles ont d'une part leur État pour gérer les affaires qui doivent rester à l'intérieur de cette communauté-là, et elles ont l'Europe pour gérer les autres. Mais l'État n'est pas un point de passage obligé pour gérer l'Europe. Et donc, nous pouvons, nous, en n'étant pas un parti politique national, nous pouvons introduire des réflexions et des propositions pour la poursuite de la construction européenne déconnectée de cette posture particulière. Ce que nous apportons d'original, je crois, c'est à la suite des événements de l'année dernière qui ont montré une espérance dans l'affirmation de valeurs fondées sur la famille, à laquelle les Français tiennent, autant que d'autres peuples et peut-être un peu plus. Nous constatons que ce mouvement des consciences, de l'intérêt pour la chose politique, peut permettre, au travers des connexions que les uns et les autres ont eues, au travers des moyens de communication modernes que sont les réseaux sociaux, etc., nous pouvons intéresser plus facilement que d'habitude, peut-être, par exemple, une proportion très importante de Français qui ne votaient plus aux élections européennes. C'est pourtant un droit important que les Européens aient eu le droit, depuis 1979, d'élire leurs représentants au Parlement, que ce Parlement ait davantage de pouvoir, qu'il puisse orienter le travail de la Commission européenne. C'est une chose très importante dont les Français n'ont pas eu suffisamment conscience, justement parce que on n'arrive pas à sortir d'un débat franco-français compte tenu des difficultés que nous avons à tout point de vue, y compris dans notre organisation politique. Et bien là, je crois justement, parce que beaucoup de consciences se sont exprimées et se sont connectées, nous pouvons réintéresser ces gens-là à une aventure autre que notre aventure pour nos nations. Antoine Renard, merci pour cette première partie d'entretien. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour une seconde partie consacrée aux questions d'actualité européenne.